Bonjour, bonjour. Ravi de vous accueillir donc dans la bulle verte pour parler de transport maritime et de décarbonation surtout, parce qu'on va parler de voile. On a deux intervenants de très haute qualité, avec Marc Van Peteghem de la société Hero. Merci Marc d'être ici. Bonjour. Merci. Et Jacques Barrault de la société Grand Sail. Bonjour à tous. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la métamorphose. Donc, on va être en plein dans cette thématique-là parce qu'on va parler de voile sur les bateaux, mais on parle de bateaux, de navires marchands qui transportent plusieurs centaines de tonnes, donc pour pouvoir acheminer des colis. Donc, on va parler de ça avec Marc et Jacques. Marc, peut-être, est-ce que tu peux faire un petit mot d'introduction et te présenter ? Oui, bonjour. Donc, Marc Van Peteghem, je suis architecte naval. Cofondateur de VPLP, société design, société d'architecture navale, et de Hero, qui développe et commercialise des ailes de propulsion pour les bateaux de commerce et de plaisance. Merci Marc. Jacques, deux mots. Bonjour à tous, donc Jacques Barrault, je suis le cofondateur de Grand Sail, qui est une entreprise bretonne située à Morlaix, dont l'objectif initial était de décarboner le transport maritime au travers de navires cargo à voile modernes, donc technologie d'aujourd'hui. On s'est vite rendu compte que pour pouvoir financer le navire, il fallait le charger, et plutôt que d'aller trouver des chargeurs vers l'extérieur, on s'est demandé s'il ne serait pas intéressant de devenir notre propre chargeur, en devenant du coup également torréfacteur de café et chocolatier. Et c'est ce qu'on a fait du coup. Donc aujourd'hui, Grand Sail, après quelques années d'existence, c'est du coup la combinaison entre une activité agroalimentaire, café-chocolat, et un armement maritime fortement décarboné. Merci à tous les deux. Je propose qu'on passe rapidement aux enjeux de ce marché. Vous le connaissez très bien parce qu'au quotidien, vous le pratiquez. Ça fait plusieurs années que vous êtes en contact avec ce marché. On parle quand même d'un marché qui émet quasiment 1 gigatonne de CO2 par an, donc 3% des émissions mondiales de CO2, ce qui est gigantesque. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce que représente ce marché, quel type d'enjeu il a aujourd'hui devant lui ? C'est effectivement une quantité de carbone énorme. Donc l'enjeu, c'est effectivement de réduire au maximum ce carbone. Il y a des règlements qui sont là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les mécanismes du changement. Comment est-ce qu'on change ? On change quand on y est contraint, ou bien on change parce qu'on a envie de changer. Et les enjeux, ils sont là. C'est-à-dire à la fois les réglementations qui imposent en 2030 une baisse de 40% des émissions de CO2, 2050, 70%. Ça, c'est les contraintes. Et d'un autre côté, la société civile, nous, qui voulons absolument savoir quel est le bilan carbone de tout ce qui est transporté et qui pousse de plus en plus les armateurs à adopter des solutions pour décarboner le transport. Jacques ? Oui, je rajouterais qu'il faut simplement ne pas oublier qu'au-delà du bilan carbone dont on parle énormément, des problèmes climatiques, on a aussi plein d'autres enjeux sur lesquels on a, je pense, bien déconné, entre guillemets, dans ces dernières décennies, qui sont les enjeux de biodiversité, de manque de la ressource, de pollution de l'air, de l'eau et des sols. Je pense qu'on a été assez efficace pour tout ça. Donc les problèmes, en fait, sont multiples. Nous, on adresse une partie des problèmes, mais n'oublions pas les autres. Super. Juste pour remettre en perspective tout ça, c'est vrai que le marché du maritime, on le dit polluant, mais c'est un des moyens de transport de la marchandise qui est le plus efficient en termes d'émissions de CO2 si on le compare au camion, à la voiture, et si on le ramène à une métrique qui est la tonne de marchandises transportées au kilomètre. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a 80% de nos marchandises dans le monde qui passent par le maritime, par le navire marchand. Donc ces enjeux-là, ils vont y faire face. On est là pour les améliorer et on a des solutions. Donc il y en a plusieurs aujourd'hui de solutions. On a des solutions qui permettent d'optimiser la structure des bateaux. On a bien sûr de l'optimisation sur les opérations. On parle beaucoup de carburants alternatifs, mais les deux intervenants qu'on a aujourd'hui sont plutôt là pour nous parler de solutions véliques. Donc comment on peut utiliser le vent pour propulser un navire ou comment on peut venir hybrider un système de propulsion. Donc peut-être Jacques, cette fois-ci, si tu veux bien commencer sur ce qui est pour toi le vélique dans ce marché et ce que Grand Sail a comme proposition de valeur justement.
Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de solutions de propulsion vélique. Nous, on a finalement choisi la plus classique qui consiste à mettre des gréements, alors on appelle ça des gréements Marconi, mais on a simplement recréé des navires cargo qui sont pour nous ce qu'on appelle des purs voiliers, c'est-à-dire des plans de voile qui sont vraiment à la pleine échelle du navire. Et ce qui permet typiquement de ne même pas utiliser le moteur finalement quand on est en route. Donc là, nos navires, le premier qui fait 24 mètres et le deuxième qui est en construction, qui en fait un peu plus de 50, ont des gréements qui, au final, vont permettre de faire une économie carbone qui va osciller en moyenne entre 90 et 97%. Donc on est vraiment sur une optimisation extrêmement forte, mais qui est permise parce que le navire est d'une taille suffisamment raisonnable pour que le gréement au-dessus soit vraiment à la pleine échelle du navire. C'est ça qui fait évidemment la performance en fait en bilan carbone. Pour vous donner une idée, le record qu'on a battu une fois, c'était entre Saint-Malo et New York. Le navire a consommé 10 litres de gasoil. Donc on est sur des choses relativement maîtrisées. Bon, habituellement, on est plutôt entre 50 et 100, mais même, enfin, c'est évidemment totalement ridicule par rapport à ce qui se passe habituellement. Et donc voilà, cette économie carbone, ce pourcentage que j'ai cité, il est vraiment comparé à la moyenne en fait, des cargos qui circulent actuellement, est basé sur les chiffres de l'ADEME. Donc c'est pas un pourcentage qui sort de n'importe où, tout ça c'est bien calculé. Marc, peut-être tu peux enchaîner sur ce qui est héros dans cet écosystème, parce que c'est aussi une solution du Vélic, mais totalement différente de celle de Grand Sail, complémentaire par rapport à ce qu'on peut offrir aux besoins du marché. Donc je te laisse présenter la solution. Oui, l'aile de propulsion que l'on développe, en fait, s'adresse majoritairement au transport de plus grosses capacités, donc des bateaux un peu plus grands, mais aussi à tes bateaux. On verra, on étudiera la solution. Et on n'est pas limité en fait en taille. Et voilà. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce qui se passe en fait, quand on regarde au début du 19e siècle, les grands bateaux à voile, les clippers, on leur a mis des machines à vapeur dessus, donc au charbon, et donc on a hybridé des bateaux à voile en rajoutant des machines. Pourquoi est-ce qu'on a gardé les voiles d'ailleurs? Parce qu'il fallait sinon emporter tellement de charbon pour faire les traversées qu'on n'avait plus de capacité de chargement de marchandises. Et aujourd'hui, 200 ans après, c'est la même démarche. Mais simplement, on met des voiles sur des bateaux moteurs. Donc il y aura des histoires effectivement qui vont rencontrer ce que tu fais, hein, c'est-à-dire de carène, d'aptitude des bateaux à évoluer avec une propulsion éolienne. Voilà, donc ça c'est ce qu'on propose. On peut peut-être parler de la solution un petit peu. Donc nous, ce que l'on a développé, c'est une aile qui a deux panneaux. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une aile d'avion qu'on a dressée verticalement. Deux panneaux, une aile qui s'oriente sur 360 degrés, une petite fente entre les deux qui laisse passer l'air, et en passant, l'air recolle l'écoulement sur ce qu'on appelle l'extrado de l'aile, et de ce fait double la puissance de cette aile par rapport à une aile qui serait de même surface mais continue. Donc ça c'est très intéressant, c'est une grosse densité d'énergie par rapport à la surface. Et ça s'adapte sur tous les types de bateaux, que ce soit des bateaux neufs ou en rétrofit. Est-ce que tu peux juste donner quelques idées sur la taille de ce système-là pour avoir qu'on ait un ordre de grandeur? Oui, bien sûr. Donc là, on va mettre 4 ailes de 363 mètres carrés sur un bateau qui s'appelle Canopée, qui va transporter les éléments de la fusée Ariane des ports du nord de l'Europe à Kourou. Ce bateau fait 121 mètres de long. Et par exemple, évidemment, en fonction de sa vitesse et des conditions, on va économiser entre 20 et 30% de carburant, donc de carbone. Et ça peut être beaucoup plus dans des zones où il y a du vent et où les bateaux vont pas très vite. On peut arriver à des 70-80%, ou beaucoup moins sur des très grands bateaux qui vont beaucoup plus vite, mais en quantité, alors c'est relatif, hein, mais en quantité de carbone, c'est beaucoup. Quand on parle juste de 20% d'économie de carburant, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la tonne de carburant, donc le fuel qui est utilisé par les bateaux, donc le gasoil marine, c'est $1000 la tonne.
Donc imaginez-vous d'économiser 20% sur ces 1 000 $, sachant que les plus gros bateaux consomment des dizaines, voire des centaines de carburant, enfin de tonnes de carburant par jour. Donc c'est une économie d'échelle qui est immense pour un armateur et qui permettra demain d'allier les objectifs environnementaux, mais aussi les objectifs économiques d'une entreprise. Et c'est ce que, pour moi, propose aujourd'hui le Vélic. Alors, avec quand même, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec toutes les solutions, projetons-nous volontairement à 2050, toutes les solutions Vélic, tout confondu, on pourrait imaginer, en étant raisonnablement optimiste, que d'ici 2050, l'économie carbone globale par rapport à aujourd'hui serait d'environ 30% sur toute la flotte. Sauf que si d'ici là, la flotte est fait x2, voire x3, tout ceci n'a absolument aucun sens. On est d'accord ? Donc en fait la problématique elle est également là. Il va falloir évidemment simultanément optimiser nos navires, et ça c'est très bien, et ce qui est intéressant avec les solutions d'Aero, c'est qu'elles sont implémentables directement sur les navires existants, donc ça permet d'aller vite, et ça je pense qu'on en a besoin. Mais parallèlement il va falloir faire tout ce qu'il faut pour maintenir l'effectif de la flotte actuelle. Si vous prenez une application comme Marine Traffic sur les smartphones et que vous dézoomez sur l'Atlantique, vous allez voir un nuage de bateaux qui est juste colossal. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, si on veut que la flotte se maintienne à un niveau correct en termes d'effectifs de navires, alors évidemment, ce ne sont pas les armateurs qui d'eux-mêmes vont couler leurs navires comme dans Astérix pour les faire disparaître. Eux ne font que répondre à des contrats de transport. Donc, il va surtout falloir remonter d'une case et s'intéresser aux chargeurs. Et pour que les chargeurs n'aient pas autant besoin de transporter tout et n'importe quoi autour de la planète, et bien ces chargeurs vont devoir notamment relocaliser. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu, quels que soient les pays évidemment, mais la relocalisation est un facteur extrêmement efficace de réduction du besoin de transport. Et il faudra également qu'au bout de la chaîne, le consommateur que nous sommes tous, et on est tous co-responsables de ce qui se passe, rappelons-le, on devra également apprendre à consommer moins, mais consommer mieux. Donc on en vient à cette équation globale qui paraît évidente qu'on le dit, mais la production devra se réduire et s'optimiser, et la consommation, nous tous, on devra également réduire nos besoins, consommer moins, mais consommer mieux. Si on ne gère pas ça en simultané, tout ce qu'on fait aujourd'hui, la limite, n'aura pas beaucoup d'intérêt. J'ai peut-être une solution. Moi, je rêve qu'il y ait un petit label derrière ma chemise qui m'indique le CO2 nécessaire à la fabrication de cette chemise, oui. Et y compris le transport. Parce qu'on a tous besoin d'être conscients de ça. Et ça peut pousser à la relocalisation, ça peut pousser à tout un tas de démarches qui vont dans ce sens-là. C'est vrai ce que tu dis, on a vraiment besoin d'une démarche globale, y compris d'ailleurs sur les opérations portuaires, sur la taille des navires. C'est des vrais enjeux. Les très grands navires sont beaucoup plus difficiles à propulser avec le vent ou d'une façon générale même. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on parle de nouveaux carburants, de carburants décarbonés, etc. C'est pas pour. C'est sûr que ça va arriver un petit peu plus tard. Et donc toutes ces solutions-là, c'est des solutions qui sont complémentaires, parce que ce sont des carburants qui seront au début chers, qui prendront plus de volume dans les soutes, exactement comme le charbon il y a 200 ans. Et donc l'éolien, la propulsion éolienne, elle viendra toujours, quelle que soit la solution trouvée pour les carburants, au secours de la décarbonation du transport maritime. Pardon, juste pour terminer, des solutions qui des fois apparaissent comme ça, comme l'hydrogène. L'hydrogène peut être extrêmement efficace sur des courtes distances, ou en tout cas des courtes durées. Mais si vous voulez faire traverser l'Atlantique pendant disons, plusieurs semaines à un navire avec de l'hydrogène, il y aura tellement besoin de volume d'hydrogène dans le navire qu'il n'y aura plus de place pour la cargaison. Donc on voit que ce n'est pas non plus une solution évidente. C'est ça. Et le vent, il est là, il est gratuit, il est indirectement généré par le soleil, tout va bien. Et justement, en utilisant ce vent, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Grand Sail ou Aero, est-ce que vous arrivez quand même à respecter parfaitement les codes du marché, c'est-à-dire avoir un bateau qui va naviguer quasiment à la même vitesse, avoir une cargaison qui va arriver, qui va prendre le même temps que si jamais on était sur du fossil fuel de A à Z. Est-ce que vous intégrez justement parfaitement dans ce marché? Est-ce qu'il va devoir s'adapter? Quels vont être en fait les leviers et les quelques barrières à l'implémentation du Vélic?
Alors, il se fait que nous, on a un petit peu de chance. On a des navires qui sont d'une taille, qui sont compatibles avec ce qu'on appelle les spokes, qui sont en fait des ports secondaires et qui ne nous obligent pas à arriver à heure fixe. On peut arriver, on va dire, à 48 heures près. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs la plus grande différence entre naviguer aujourd'hui et naviguer il y a un siècle. On a un petit outil qui est très pratique, qui s'appelle le routage, qui est indirectement en fait issu des prévisions météo, des grilles de météo à quelques jours, qui viennent eux-mêmes de la technologie satellite, etc. Il se fait qu'aujourd'hui, dès que le navire Grand Sail est à la mer et qu'il est en configuration de navigation, il est soumis à un routage H24. Et ce qui fait que l'équipage a simplement à suivre les préconisations de routage en fait, d'une équipe qui est à terre, bien au chaud, qui dort bien, lucide, etc. Et en fait, ce routage génère du coup une efficacité dans la performance de navigation, mais génère également de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils vont éviter évidemment de les envoyer dans les zones qui seraient trop dures, ou à l'inverse, des zones où il n'y aurait pas de vent. Et donc ça, c'est sans doute une différence majeure, au-delà de la technologie d'aujourd'hui, qui a évidemment évolué aussi, mais il est vrai que le routage pèse finalement très lourd dans l'efficacité de la propulsion vélique, et on aurait franchement tort de s'en priver. Ouais, c'est la même chose d'ailleurs sur des plus grands bateaux. Hein. Les routes traditionnelles, quand il n'y avait pas l'éolien, c'est l'orthodromie, c'est la route la plus courte. Là, même avec une propulsion auxiliaire avec le vent, ça n'est plus du tout le cas. On se sert également du routage sur des plus gros bateaux. Et donc ça, c'est... Et bien sûr, pour répondre à la question, bien sûr, on obéit, on reste dans les codes du marché. La résultante étant, les deux paramètres, c'est la vitesse et les conditions météo. S'il y a du vent et des bonnes conditions, on va pouvoir réduire la vitesse, on va économiser, puisque l'objectif est toujours d'arriver à la date et à l'heure prévue. Je rajouterais typiquement Grand Sail 2, alors on avait des images, mais bon, on les a pas aujourd'hui, mais imaginez donc un navire qui fait 50 mètres avec un gréement pleinement adapté. Sa performance en fait, de navigation sera d'environ 12 nœuds en vitesse de croisière moyenne, et ce qui est en fait à peu près équivalent à un cargo. Donc finalement, sur un plan purement logistique, on n'a pas de différence. C'est ça qui est aujourd'hui extrêmement intéressant, c'est que la performance en fait est identique. Donc oui, il ne faut pas gêner, quoi. Question un peu à $1 million, mais comment on fait pour justement installer maintenant des voiles et faire en sorte que les 50 000 bateaux qui seraient potentiellement éligibles aujourd'hui, en tout cas qui concernent le transport de marchandises, soient éligibles à ce type de technologie vélique ou à un autre service finalement. Comment on fait pour que l'adoption du marché soit plus rapide aujourd'hui ? Si on rembobine un tout petit peu le film, le monde maritime ne croyait pas trop à l'adoption de la limitation du soufre qui a eu lieu il y a 1 an et demi. Voilà. Et donc il y avait des gens qui proposaient des scrubbers. La majorité des bateaux étant en fuel lourd, ça passait plus du tout les normes. Ça passe pas du tout les normes. Donc les gens proposaient des scrubbers qui sont en fait des dispositifs qui lavent les fumées et qui permettent de passer ces normes. Et tout d'un coup, il y a une prise de conscience comme quoi, oui, le règlement allait arriver et il n'y avait pas de solution hormis ces scrubbers. Les gens qui faisaient des scrubbers avaient du mal à pénétrer le marché. Du jour au lendemain, il y avait 5 ans d'attente. C'est à peu près, je pense, ce qui va se passer pour le vélique. Il va y avoir une prise de conscience. Et là, je pense que on sent, nous, ça, vraiment, parmi les armateurs, parmi les industriels, dans le milieu, on sent que c'est en train de venir. Et je pense que la bascule va être assez franche et qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Jacques, est-ce que toi tu vois d'autres peut-être freins ou en tout cas boosters justement pour que le marché adopte plus facilement cette technologie ? Alors justement, moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas beaucoup de freins. Aujourd'hui, les solutions elles existent. On parle toujours de solutions technologiques, de cycles de développement, mais je pense aujourd'hui, et notamment aussi grâce à la course au large, à tous les matériaux qui ont été inventés au fil des courses depuis des décennies, on a aujourd'hui, alors notamment dans le Grand Ouest de la France, mais pas que, on a quand même énormément de solutions que nous d'ailleurs on utilise massivement sur un GDS2, enfin un Grand Sail 2, on a des winches qui viennent de la course au large, on a des cordages qui viennent de la course au large, dont certains résistent à 100 tonnes comme de traction, donc on est sur des choses assez incroyables, des voiles en dacron, voilà, tout ça c'est de la techno qui a été éprouvée, donc tout existe finalement. Et puis après, si on parle sur un plan plutôt économique et même de disponibilité, mais finalement, ça se finance très bien. Quand un armateur se rend compte qu'il va faire des économies majeures à la fois environnementalement et financièrement,
je pense que les banques n'auront pas de difficulté à financer ces optimisations. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse particulière. L'innovation technologique, elle est déjà là. On n'est pas non plus sur de l'astrophysique. Ce sont des choses qui finalement sont relativement simples. En revanche, il y a une autre innovation qui va être absolument nécessaire dans les prochaines décennies, c'est l'innovation en termes d'habitude. C'est nous-mêmes, nos comportements. Là, on a intérêt d'innover sacrément parce que nos habitudes de consommation depuis des décennies sont tellement ancrées, on a tellement l'habitude de consommer tout et n'importe quoi comme si c'était infini, que quand il va falloir faire un peu plus gaffe, ça va peut-être faire un peu drôle. Donc l'innovation, à mon avis, elle sera plutôt là. Également d'ailleurs pour le monde de l'entreprise. Le modèle qu'on a bâti chez Grainsail, ça reste un modèle innovant, pas sur un plan technologique, mais sur un plan d'organisation. Le simple fait d'avoir couplé une activité agroalimentaire et du maritime, effectivement, c'est ça l'innovation finalement. Et donc voilà, l'innovation, il faut la voir dans toutes ses dimensions. Il y a la techno, ok, on en parle beaucoup, c'est bien, mais il y a aussi ce qu'on a là-dedans. Ça va être à nous tous, finalement, d'évoluer, de vraiment prendre conscience de l'urgence et puis d'arrêter, en fait, de limiter notre pression sur l'environnement. Parce que le problème vient de là. On a simplement tellement déconné avec cette croissance fulgurante du PIB, on va dire, qui était un peu le dogme central pendant des décennies, qu'on l'a fait au détriment de la planète. Et donc cette croissance financière a généré une décroissance environnementale. Voilà, c'est basique, c'est factuel, il suffit juste de corriger le tir, mais ça va pas être évident. De la réglementation, un changement d'habitude, de l'accès au financement peut-être aussi ? Oui, non, mais c'est déjà un peu le cas. Oui, non, mais déjà, nous, on a des démarches qui sont à la fois complémentaires et on s'adresse à des marchés qui sont... Enfin, Jacques est en plus un armateur. Donc, c'est pas que la propulsion, c'est l'ensemble de la démarche. Et moi, je la trouve formidable. Et il y a ça qui existe. Et il y a aussi un monde qui est plus difficile à faire bouger, hein, comme ces immenses bateaux. On met la barre à fond et puis ça met du temps à se faire, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Donc voilà, moi je suis assez optimiste. Il y a de toute façon, on peut être ni optimiste ni pessimiste parce que ça c'est des points de vue de spectateurs et on est acteurs, donc voilà. Et de toute façon, il faut, je pense qu'il y a des problèmes réglementaires à régler, ça c'est très important. Il y a quand même un certain nombre il y a une inertie, mais à la fois il y a une inertie, à la fois quand on sent que c'est parti, ça va pas s'arrêter. Et donc effectivement des problèmes réglementaires, des problèmes de capitaux, de finances, ça c'est sûr, parce que c'est quand même des joujoux qui sont assez consommateurs de sous à développer. Mais derrière, moi je vois pas de frein, je suis d'accord. Il y a des petites évolutions réglementaires, on y travaille, notamment sur des critères de stabilité aux faibles angles, qui sont en fait des critères qui viennent justement de la propulsion sans gréement vélique, donc sans avoir de poids dans les hauts, comme on dit sur les navires. Donc là, effectivement, la réglementation doit s'adapter. Mais voilà, c'est en cours et il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'on n'y arrive pas. Donc on peut conclure que c'est un sujet d'aujourd'hui, qu'on va réussir à mettre des voiles. Et de demain. Moi, avant de passer le micro à quelques questions, j'ai vraiment une question qui me trotte dans la tête depuis le début. Comment on peut être assez fou pour vouloir à un moment se lever et se dire on va mettre des voiles sur un bateau, sur un navire qui va transporter des tonnes et des tonnes de cargaison? Est-ce que vous pouvez nous refaire ce petit historique de comment vous êtes arrivé à ce moment-là? En fait, il n'y a pas trop de folie. L'idée en tant que telle, elle peut paraître originale, mais on a été pris au sérieux très rapidement parce que la solution qu'on a proposée, on l'a proposée de manière extrêmement construite, extrêmement crédible. On a surtout phasé le développement. On a commencé par faire du café en 2013, puis du chocolat en 2016, et on a construit le navire en dernier. C'était volontaire, sinon on serait toujours en train de chercher. Donc voilà, il y a un petit peu de méthode dans tout ça, mais au final, quand vous proposez à des banques, des partenaires financiers en général, un business model qui est crédible, qui est sérieux, avec en plus des personnes qui ont un peu d'expérience et tout ça, finalement ça va. Donc on n'a pas été pris pour des fous. C'est une expression que j'aime pas trop parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent au début on me prenait pour un fou, c'est souvent pour se mettre en valeur. La plupart du temps, quand un entrepreneur il s'est fait financer, c'est que son projet n'était pas fou, par définition. Donc non, la voile, une fois de plus, on n'a rien inventé.
Ça existait déjà avant. Le café et le chocolat aussi, d'ailleurs. Alors c'est peut-être l'assemblage de tout ça au quai qui était un petit peu hors norme, mais franchement, oui, on a digéré ça petit à petit. Et justement, enfin, ce qui est fou, c'est ce qui se passe en ce moment sur la planète. C'est ça qui est fada. On peut peut-être de temps en temps même avoir des discours qui passent pour des discours extrêmes, mais c'est pas le discours en tant que tel qui est extrême, c'est la situation aujourd'hui est extrême. Donc c'est là où on doit agir rapidement. Marc, un petit mot pour ton histoire? Oui, moi j'ai 5 enfants. Au début des années 2000, j'ai vraiment pris conscience que ça allait assez mal d'un point de vue environnemental et également d'un point de vue sociétal. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a embarqué dans une aventure au Bangladesh pour construire des ambulances flottantes, pour aider les pêcheurs à construire des bateaux plus fiables, etc. Ensuite, il y a eu... Et avant, en fait, VPLP a dessiné un bateau qui a gagné la 33e Coupe de l'América. Et ce bateau avait une aile comme ça, mais un peu différente, disons, de 68 mètres d'envergure. Et on commençait déjà à réfléchir en se disant, mais quand même, on a des technos, le vent, on connaît bien. Comment est-ce qu'on pourrait aider? Comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions? Et c'est parti de là, en fait. Donc il y a eu l'ADEME qui nous a aidés en 2016 à faire un proto. Ensuite, en 2018, on a mis 2 petites ailes sur Energy Observer qui a fait l'équivalent d'un tour du monde. Il est à Singapour en ce moment. Et puis le projet Canopée, en fait, c'est venu comme ça. C'est venu parce que ce que je disais tout à l'heure, fondamentalement, on se dit, mais on a une responsabilité. D'ailleurs, je pense qu'on a on doit être acteur au niveau de ses responsabilités. On a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière et on maîtrise des technos. On se dit, il faut faire quelque chose. Et on y va. Voilà, on y va. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y aurait quelques questions pour Marc et Jacques? Bonjour. Moi j'aurais 2 questions. La première, est-ce que vous vous êtes renseigné si à l'étranger, il y a des entreprises qui ont déjà commencé à faire ce que vous faites? Et ma deuxième question, c'est est-ce que par rapport au trafic mondial, il y aura des répercussions? Je parle par exemple, on parle du trafic au Moyen-Orient par exemple. Est-ce que par rapport au type de vent qu'il y a dans les différents océans, ça peut varier? Est-ce qu'il peut y avoir un autre parcours qui sera créé? Oui, il y a d'autres technologies. Il y en a beaucoup en Europe et beaucoup en France. Dans les européennes, il y en a beaucoup en France. Ça, c'est une petite fierté. Et beaucoup dans l'ouest de la France même. Absolument. Donc oui, il y a différentes technologies. Il y a les rotors Flettner, il y a les kites, il y a les ailes aspirées. Voilà. Nous, on aime bien notre techno. On pense que c'est la meilleure. Voilà. Mais il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Et surtout, il y en a d'autres qui s'appliquent à différents types de navires. C'est-à-dire qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Oui. Et oui, c'est sûr qu'avant, les bateaux, leur route était faite en fonction des vents dominants. C'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de toute façon, on prend en compte le vent, les conditions et les prévisions météo pour choisir la route que l'on va faire. Et ça va s'adapter à toutes les routes du globe. Évidemment, là où il n'y a vraiment pas de vent, c'est plus compliqué, c'est sûr. Peut-être une dernière question? Oui. Moi, j'ai une question un peu technique. Enfin, il a été évoqué que pour avoir une pleine voilure, pour avoir 90% d'économie, il ne fallait pas dépasser 50 mètres en termes de longueur, si j'ai bien compris. Enfin, c'est même jusqu'à 70-80. Enfin, après, c'est vraiment une histoire de design du dégrainement. Mais passer tout, le transport maritime à la voile, ça veut dire reconfigurer complètement la flotte, parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux qui font plus de 50, 70, 80 mètres. Je n'ai pas forcément dit le contraire. Quand je parlais d'innover dans nos habitudes, ça risque effectivement de nécessiter de faire des navires qui sont peut-être de taille plus raisonnable. Tout à fait, d'accord. Et effectivement. Bonjour, Yann. Moi, je crois beaucoup, effectivement, transport vélique, parce qu'il y a 2 contraintes. C'est la contrainte environnementale
puis maintenant c'est la contrainte économique, on en a parlé un petit peu, et je pense que ça va être le booster, à mon avis. Donc moi, j'avais une question plutôt sur le côté hybride du transport. Est-ce que le vent, c'est vu comme le moteur auxiliaire, ou la voile, ou le profil, ou est-ce que c'est toujours le transport? Bon, aujourd'hui, on est sur l'énergie fossile, mais ça peut être de l'énergie fossile dérivée. On a parlé d'hydrogène, moi non plus, je ne crois pas trop. Ça peut être l'électrique sur des petits transports. Ça peut être du gaz naturel liquéfié. Est-ce que vous avez une idée de l'autre mode de transport qui serait complémentaire, idéal pour s'associer à Ocean Wings, par exemple? Vous parlez d'un fuel Fuel ou l'électrique ou en autre général, chose. oui. En général, oui. N'importe lequel, ça dépend, ça s'associe à tout. Le vent reste quand même l'énergie qui est finalement la plus efficace de très très loin, quoi. C'est pour ça que évidemment on s'est jeté là-dessus, hein. Après, on va même nous plus loin sur Grand Sail 2, puisque c'est un navire qui, au-delà de son système propulsif, bénéficie également de panneaux solaires et d'un système d'hydrogénération en fait, à l'arrière du navire qui permet de générer 2 fois 4 kW en puissance. Tout ça est stocké dans un pack batterie, etc. Et donc, pour alimenter toute l'électronique de bord, en fait, on n'a aucun besoin d'énergie fossile. Donc, on va aussi loin que possible, justement, dans cette économie. Et on a même intégré, bon, ça, c'est la petite nouveauté, mais pour le chauffage en hiver, on garantit que quand on approche de la côte est de New York au mois de décembre ou au mois de janvier, il fait souvent très froid. Et en fait, on a un poêle à granulés qui est mis en fait, dans le navire, qui a été marinisé évidemment, et qui permet également de ne pas utiliser de gasoil même pour le chauffage. Donc aujourd'hui, les solutions, une fois de plus, existent. On les utilise, il faut un petit peu d'imagination, mais voilà quoi. Il faut vraiment avoir cette volonté forte de sortir un petit peu du cadre et d'imaginer des choses qui vraiment réduisent cette fameuse pression sur l'écosystème Terre, quoi. C'est ça le sujet maintenant, hein. Et une fois de plus, pas que dans le bilan carbone, hein. Bilan carbone, les produits bio, hein, je le dis comme ça, au-delà de ne pas ingérer de produits chimiques, toutes les terres qui produisent en bio n'ont pas non plus été arrosées de tout un tas de produits qui réduisent la biodiversité et compagnie. Donc il y a des efforts à faire dans plein de secteurs. C'est ça la révolution à venir, c'est ça la métamorphose. Exactement. Métamorphose, c'est ça, hein. C'est pas tellement continuer comme si rien n'était à produire toujours plus, hein. Exactement. Le terme big, j'avoue que je suis pas très fan. On utilise métamorphose alors. C'est bien. Jacques, Marc, merci infiniment. Je peux juste dire un seul truc, c'est bon vent, bon courage. Merci. Merci beaucoup.